Bon, beauté à tous. Vous voyez mon écran? Oui, Voilà, vous voyez oui, Sekhmet. on voit. Beauté à tous. On est le 6, le 6 août pour notre cours hebdomadaire. Nous allons aujourd'hui, comme j'avais prévu, travailler sur 3 points. Donc on verra si on pourra avancer parce que je vous ai demandé de regarder un peu quelques éléments concernant Sekhmet la suite, notamment vis-à-vis d'Actor. Et puis, on abordera, on ne terminera pas, mais on commencera à travailler sur l'Énéade héliopolitaine, la façon dont les anciens Égyptiens voyaient la création du monde. Parce qu'on a commencé par Sekhmet, mais pour comprendre comment les divinités se sont déployées dans l'ancienne Égypte, il faut remonter un petit peu, je dirais, à la source du commencement. Donc voilà, on va juste commencer par se dire bonjour, comme on a l'habitude de faire, hein. Donc chez moi, on dit Miaouezon ou bien Mdogbenami. Donc chacun peut se saluer dans sa langue. Mbolo, Beauté, Alors qui d'autre? Mbolo, Mbote. Ok. Ndaka, Miaouezon et Mdogbenami. Donc aujourd'hui, j'avais dit que on verrait les autres noms des divinités qui pourraient être associés à Hathor. Donc, est-ce que vous avez pu regarder, vous avez pu poser des questions autour de vous pour voir si on avait des divinités, notamment dans nos cultures, qui pourraient nous rappeler Hathor? Vu les caractéristiques qu'on connaît d'Hathor, est-ce que vous avez pu faire ce petit exercice-là? euh, Qui a une info à partager? moi, pas, j'ai posé la question à mes parents et bah, ils ont pas pu me donner un nom de divinité, enfin d'entité précise. Quand je leur parle d'Ator, ils ont pas pu me donner un nom. D'accord. Alors, Hathor, toi, tu n'étais pas là, Maëva, la dernière fois. Hathor, tu as pu regarder un peu ce qui Oui, caractérisait Hathor. oui, j'ai vu que c'était une ancienne déesse égyptienne. Oui, Euh, c'est un peu comme la déesse de l'amour et de la beauté et de la maternité. oui. Moi, personnellement, elle me fait penser à Aphrodite. À qui? Aphrodite, Aphrodite, d'accord. Aphrodite. Ben Aphrodite. ça c'est un nom. C'est un premier nom déjà. Oui. Et après, elle me fait aussi penser un peu à Mami Wata, mais ce, Mami Wata, ça a un peu des connotations différentes euh, dans, dans chacun pays d'Afrique. Ça ne veut pas forcément dire la même chose partout. Ça D'accord, peut être représenté en bien ou en mal, dépendant de la région ou de la situation. d'accord. Et si j'aurais pu citer des noms associés, j'aurais mis ces deux-là. Dans l'art, c'est ça? Ouais, La, il me faut penser à tort. oui, mais la fin, j'ai pas compris. La dernière chose que tu as dite.
j'aurais mis ces deux-là à côté du tien, quoi. Ah, j'arrive pas à comprendre. La dernière partie, c'est C'est deux noms, Mamiwata et Aphrodite. oui, mais je croyais que tu donnais quelque chose d'autre comme nom à la fin. Ah, non, non, j'ai pas donné. D'accord. Donc, de ce que j'ai compris, toi, ça te fait penser à Aphrodite par ses caractéristiques. On va regarder rapidement euh, Sekhmet, les caractéristiques de Sekhmet. Je descends un peu. Je dis Sekhmet, Hathor, autant pour moi. Hathor, c'est celle du milieu, hein. Donc, vous voyez l'iconographie, une corne de vache, une sorte de pic sur la tête, à l'intérieur duquel il y a le dieu soleil, le soleil, et un Uranus sur la tête, hein. C'est ça. Donc, on avait dit 14, je descends un peu pour faire un rapide résumé. Hathor, c'est celle-là. Quand elle se transforme en Hathor, c'est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie, hein. C'est elle, Hathor. D'autres caractéristiques sur Hathor, c'est la déesse qui, au niveau de son iconographie, se rapproche à la vache. Donc, c'est lorsqu'on dessine une vache avec tacheté, ça rappelle Hathor. Donc, celle-là, notamment, avec une corne sur la tête et le soleil ray au milieu, ça rappelle Hathor. Et on avait vu qu'elle pouvait être confondue avec Nout, qui est la déesse du ciel. C'est ce qu'on avait vu sur Hathor. Mais là, aujourd'hui, Maëva nous rajoute Aphrodite. Et alors, Mamiwata, j'en ai déjà entendu parler de Mamiwata, mais effectivement, Mamiwata, elle est créée en Afrique, dans différentes contrées d'Afrique. Elle peut ne pas signifier la même chose. Bon, ce que je vous propose, alors, est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres noms à nous apporter qui pourraient faire penser à toi? Moi, je veux bien. Alors, Charis, Oui. J'ai cherché et j'ai trouvé Isis et Isis, Ezat. Isis. Je sais pas Isis, et... pourquoi ils ont. J'ai pas entendu. Non, vas-y, fini. J'ai aussi trouvé Ezat et donc aussi Aphrodite. Ça s'écrit comment, Ezat? H E-S-A-T? Ah, H-A-E-S-A-T. E S A T. Ezat. OK. Isis et Ezat. Bien. OK. Donc, moi, alors, je vais faire quelque chose. On va le faire en direct, comme ça va me permettre de compléter le support que j'ai fait pour vous, que je vais partager aujourd'hui. Alors, j'ai mis ici les éléments à traiter. Je vais plutôt tout de suite là dupliquer et puis mettre les mots que vous me proposez. Comme ça. Alors, j'ai entendu Aphrodite. Donc, Aphrodite, on a parlé de Mamiwata. Alors, entre-temps, Maëva, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Mamiwata pour toi? Alors, Mamiwata, le plus souvent, ça représente, c'est la déesse des eaux, mais elle est aussi associée à la fécondité, D'accord. à l'amour et à la séduction. Et c'est ces côtés-là qui m'ont Qui t'a fait rappelé elle. penser, qui t'a fait penser à elle. D'accord. Donc, Mamiwata, c'est la maman de l'eau, comme diraient maman de l'eau, comme disent les Antillais, on va dire, hein. Eux, ils disent maman de l'eau. Donc, c'est une déesse associée à l'eau.
Oui, et à la maternité. Ok, ben alors aujourd'hui, on n'en connaît pas plus, mais en tout cas, c'est un nom par ces deux connotations qui peuvent nous rappeler à tort, du point de vue de la maternité en tout cas, puisqu'on a vu qu'Hathor était la déesse de la maternité. Donc j'allais oui, mettre ici Nout, et puis on a parlé d'Isis aussi. Bon voilà, donc c'est les noms qui sont sortis. Alors Ezat, j'ai oublié. Alors il y a Ezat et Charis. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, sans peut-être trop aller dans les détails, ce que rappelle Isis et ce que rappelle Ezat? Isis, c'est la déesse de l'univers, celle qui a. Enfin, je sais aussi que du coup, elle rappelle Hathor parce que elle fait aussi elle, enfin, elle fait aussi penser à la fécondité, à la maternité. Oui, Et Eza, parce que j'ai entendu dire que c'était la déesse nourricière. d'accord. Ok. Je note. Tu as entendu dire que c'est la déesse nourricière, c'est la déesse de l'univers. Isis, déesse maternité, elle est univers, déesse de l'univers, et, et aussi, on va peut-être réduire un peu tout ça. Je le fais en direct parce que ça me permet de vous faire suivre en même temps ce qu'on fait et d'avoir, je vais mettre 22. Ah, 22 que je vais mettre pas 800. Donc voilà. Donc Isis, maternité, déesse de l'univers. Et tu as dit quoi à la fin? J'ai pas compris. Exact, Maternité. Non, exact, Isis, fini avec Isis. Tu as dit déesse de l'univers, déesse de la la maternité. maternité, Et puis la quoi d'autre? maternité, euh, la fécondité, non? La fécondité. Ok, fécondité. Voilà. Et exact. C'est la déesse nourricière, et j'ai entendu dire aussi que c'était la déesse de la magie. Mais je suis pas sûre, je pense que je suis en train de confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, bon, on vérifiera tout ça, hein, parce que en fait, il faut, il faut visiter vos sources aussi, hein. Donc tu as dit Euh, exact, la déesse nourricière. nourricière, nourri. Alors je sais même plus, nourri, c'est deux R, hein. Nourricière. Voilà. Ok. Alors, d'autres noms à nous proposer? C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Alors, Mamiwata, Maëva a dit déesse de l'eau ou de la fécondité. De l'eau, déesse de l'eau, de la fécondité. Alors moi, je la connais en Afrique, surtout associée à l'eau, effectivement, et à la maternité. C'est par en Afrique de l'Ouest, c'est pareil, Maëva. Bon, c'est exactement les mêmes connotations, mais elle est crainte. Souvent, les femmes qui, les femmes les prêtresses dans les cultes vaudous, qui sont des mamiwata, souvent c'est des prêtresses qui sont craintes, qui sont craintes. On leur attribue souvent, on les considère comme des sorcières en fait, hein. Mais je pense que c'est lié à la diabolisation qui est arrivée avec les nouvelles religions en Afrique. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est au niveau culturel, ce que ça représente. Donc, on a dit déesse de l'eau et déesse de la fécondité oui. pour Mami Wata. Et puis, euh, donc, j'avais Aphrodite. Alors, Aphrodite, Maëva, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle?
Alors, il me semble que c'est dans la mythologie grecque, Ouais. déesse, pareil, hein, c'est déesse de l'amour, de la beauté, de la fécondité. Ok. Alors, amour, fécondité, et puis, qu'est-ce que tu as dit d'autre? La Amour, beauté. beauté, voilà. Beauté. Bon, voilà. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, moi déjà, euh, l'exercice qu'on va faire, peut-être on va juste, euh, on va juste, donc l'exercice qu'on va faire, on va juste lire deux ou trois trucs sur, sur Aphrodite, puisque en fait, Aphrodite, on peut le retrouver rapidement sur Google. Donc, si on tape Aphrodite, Aphrodite, ici, on nous dit quoi? Donc, ce que tu as dit, hein, voilà. C'était la déesse associée non seulement à l'amour, mais également à la beauté, le plaisir et la procréation. Donc, c'est ce que Wikipédia nous en dit. Et par tous les points, enfin, tous les points, elle le renvoie en fait, effectivement, à Hathor. Sauf que la différence, c'est quoi? Quelle est la différence en fait? Aphrodite, elle est associée à la beauté. Oui, mais alors Et quand je dis oui, différence, en fait, la petite différence, c'est que tu dis que Aphrodite, il y a en plus la beauté, mais globalement, elle représente la femme, une sorte de femme idéale, on va dire. D'accord? Hein. Et en Égypte antique, il y avait déjà cette connotation sur la maternité, et cette déesse était représentée par Hathor. Parce que quand on voit, si je reviens un petit peu en arrière, euh, oh, si je reviens en arrière, ici, sur Hathor, je reviens un peu sur Hathor, je remonte un peu sur Hathor, voilà, Hathor, on voit ici, je remonte un peu, où est-ce qu'on a parlé d'elle? Voilà, ici. Donc on dit, tu vois, Charis, la déesse Hathor signifie, donc parfois Sekhmet, elle se transforme en Sekhmet, elle devient dangereuse, on l'avait vu ça, mais dans la mythologie égyptienne, Hathor est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité, de la joie. Déjà dans l'Égypte antique, c'était déjà ça. Et on vient de voir que chez les Grecs, elle reprend exactement les mêmes caractéristiques. Et donc je vous posais la question sur la différence temporelle, parce que en fait, les Grecs, au niveau des Grecs, les Grecs sont plus récents en fait que les, les contes dans l'Égypte antique. Dans l'Antiquité, en fait, lorsqu'on parle là de d'Hathor, on va peut-être aller voir Hathor, à quelle période on a les premiers éléments sur Hathor. Donc, je reprends Hathor, donc signifie la maison d'Horus. On aurait dit un copier-coller hein, avec Aphrodite. Hein. Donc on voit Hathor ici, on dit que c'est la même personne, la même des déesses, on va dire. Et je veux voir s'il y a une datation. Ce qui m'intéressait de vous faire relever, c'est le fait que
ça se passait dans l'Égypte antique. Et que les Grecs, au contact des Égyptiens anciens, n'ont fait que reprendre les attributs d'Hathor pour la coller à Aphrodite. Un peu comme on a vu pour d'autres savants ou d'autres dieux. Vous voyez? Ici, on voit, qu'est-ce qu'on dit par ailleurs? Une urne, Première dynastie. voilà, une urne de pierre a été trouvée à Hierakonpolis et datant de la première dynastie. Et la première dynastie, qu'est-ce que vous voyez ici? La première dynastie, c'est vers 3150 ans avant notre ère. Alors, quelqu'un est en train de parler? J'ai pas compris. Quelqu'un parlait. C'est Charis? Non. Donc là, je disais, en termes de datation, ici, vous voyez que on parlait déjà d'Hathor 3000 ans avant les Grecs. Donc, si on parle d'Aphrodite, Aphrodite n'a été que une copie de Hathor. Donc, c'est le point sur lequel je voulais insister pour vous. En tout cas, en termes de chronologie, Hathor était bien antérieur à Aphrodite. OK. Après, on a parlé de... je suis sorti de mon support. Je reviens sur les mots qu'on a définis aujourd'hui. On a parlé d'Hathor. Ça mouline un peu parce que je suis en direct sur Internet. Donc ici, voilà, on a vu Aphrodite, c'est plutôt chez les Grecs. Je vais rajouter entre parenthèses chez les Grecs. Chez les Grecs, ok. On a parlé de qui? De Nout. Alors Nout, on la reverra tout à l'heure parce que c'est la déesse du ciel. Donc la déesse du ciel, par certains aspects, elle se confond avec Hathor également. Isis, on y reviendra aussi parce que c'est une déesse très importante. En fait, c'est la déesse des déesses, en fait, quelque part, Isis. C'est la déesse des déesses, qui a été vénérée pendant des millénaires en Égypte antique et dont le culte a été porté jusque en Occident, en passant par la Grèce, les Romains et dans les temps anciens, même dans les villes aujourd'hui, dans certaines villes aujourd'hui en France, il y a eu des cultes d'Isis importants avant que le christianisme ne fasse détruire tout ça. On y reviendra. Et après, Mami Wata, alors je ne sais pas si on aura des choses sur Mami Wata sur Google. Maëva, tu me dis ou pas? Est-ce que tu as trouvé des références ou c'est juste des choses que tu as pu connaître par les contes ou les histoires racontées dans la famille? Oui, non, c'est pas documenté, hein, c'est de ce que je sais depuis que je suis petite. J'ai pas de D'accord. documentation. Il n'y a pas de documentation, mais en tout cas, c'est ce qui est porté comme à la connaissance des populations dont euh, la déesse Mamiwata est une divinité qui, qui est, qui est matérialisée, qui est matérielle en fait chez eux, qui a une existence chez eux. Parce que je sais quand Mm. j'étais petit aussi, on parlait de Mamiwata, la déesse. Alors souvent, c'est dans les endroits où il y a de l'eau, effectivement. Les Mamiwata, c'est souvent les endroits où il y a de l'eau. Mais ça serait intéressant de faire une petite recherche un peu plus approfondie dessus. Mais sans nul doute, Mamiwata, c'est la déesse de l'eau et de la fécondité en Afrique.
Donc, les autres, vous pourrez poser des questions à vos tantes, à vos oncles sur le fait que est-ce que quelqu'un connaît Mami Wata. Et dernier mot qu'on a vu, Esat. Esat, Charis. Donc, tu as vu Esat où? Sur Internet, Sur un site qui Wikipédia. s'appelle, je sais pas. Ah, c'est un site. Alors, on va prendre une nouvelle page. On va regarder. Esat. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, c'est plutôt Esat Wikipédia. Esat dans la mythologie égyptienne. Ok, j'y vais. En Donc, fait, dans c'est la vraiment mythologie, attends. c'est ça, hein? Vous voyez mon écran? Oui, Voilà. Alors, Esat, effectivement, c'est vraiment à tort. c'est à tort. Effectivement. Alors, tu peux me lire le premier paragraphe rapidement? Dans la mythologie égyptienne, Esat, dont le nom signifie la sauvage, est une vache sacrée céleste, mère d'Anubis, déesse vache nourrice du soleil. Elle est censée donner naissance au roi sous la forme d'un veau d'or. D'accord. Ok. Donc, elle figure dans les textes des pyramides comme une vache sauvage, mère de Ré, nourricière du soleil. Alors, c'est une déesse qui pourrait s'apparenter effectivement à Thor parce qu'elle a les attributs que l'on donne à Thor, notamment la représentation sous forme de vache. Donc, effectivement, euh, ça renvoie à Thor. Ok, ben je compléterai le support avec Esat et Hathor. Bon, mais c'est bien, c'est bien. Super, je suis content. Donc, alors, j'ai écrit ici Myrionim et j'ai fait flèche Isis. Alors, Myrionim, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, Non? On va essayer de définir Myrionim. J'ai peut-être mal écrit. Voilà, Myrionim en égyptologie. Voilà. Selon le dictionnaire, Myrionim veut dire qui a 10 000 noms. Donc, vous voyez ici, Myrionim veut dire qu'il y a 10 000 noms. Divinité Myrionim, c'est une divinité qui était adorée sous quantité de noms différents. Donc, c'est ça que ça veut dire Myrionim. Et quand je mets ici Isis Myrionim, tout à l'heure, Charis nous a dit que Isis était la déesse de l'univers, fécondité. Et souvent dans les textes, Isis a de nombreux noms. Vraiment, on pourrait les compter par milliers. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'une divinité peut prendre plusieurs noms, peut prendre d'autres formes. On l'a vu ici avec d'autres divinités. Et la déesse Isis, je ne sais pas si on le traitera, mais on a toute une vie. Hein. On n'a pas assez de toute une vie pour traiter de la déesse Isis, en fait. Hein. Donc, la déesse Isis, par certains aspects, vous le verrez dans les textes, se rapporte aussi à Hathor. Donc voilà, sur cette partie-là, on vient de faire 30 minutes, mais c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Donc, on a des noms qui nous, qui nous rapprochent d'Hathor. Parce qu'on est parti de Sekhmet, on a vu que Sekhmet pouvait prendre la forme d'Hathor, Hathor prendre la forme de Sekhmet, inversement donc, et prendre d'autres formes également, prendre la forme de Bastet quand elle est chat. Il y a Koladé hein, qui nous a fait un travail remarquable sur Bastet la dernière fois. Je l'ai partagé dans le support. Et quand on va plus loin, sur Isis également,
qui est une déesse très importante. Je n'en dis pas plus pour le moment. On verra qu'elle a différents noms, différentes formes, et elle peut, par certains aspects, aussi rappeler Hathor. Parce que Isis, des fois, on la dessine avec des cornes sur la tête. Et de ce point de vue, elle est tout simplement associée à Hathor. Donc, on peut même faire l'exercice là tout de suite. On va regarder, juste pour terminer sur ça. Si je tape Isis et que je vois les images qui se rapportent à Isis, vous voyez ici, bim, pile poil, on tombe sur une Isis avec des cornes sur la tête. Vous la voyez? Isis, les cornes sur la tête, là. Vous voyez, Isis, cornes sur la tête, elle a exactement les mêmes attributs qu'Hathor au niveau de sa tête ici. Vous voyez, donc, on pourrait associer également Isis à Hathor. En tout cas, dans les textes, des fois, elles se confondent. Vous voyez? Bon, je n'en dis pas plus. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va très bien. Ça va, Il y a ça des va. questions? Il y a des questions à ce stade? Non, ça va, ça va. Ça va. OK. Bon. Oui. Donc, on a vu cette partie-là et ça répond quelque part un petit peu à la deuxième partie puisque j'ai demandé si on pouvait trouver des, euh, des noms de cette déesse-là représentée dans nos cultures à nous. Et la seule qu'on trouve pour le moment, c'est Mami Wata. OK. Bien. On va passer à la deuxième partie de notre travail d'aujourd'hui. C'est non, d'abord, avant d'aller plus loin, je vais vous demander si vous savez ce que c'est que KMT, Kemet. Parce que hier, j'ai un peu travaillé avec Alexandre et William, et ils m'ont donné une définition de Kemet ou KMT. J'ai mis le sigle KMT dans les questions entre parenthèses. Quand je parlais de l'Afrique, j'ai mis KMT. Et donc, eux, ils sont allés chercher pour savoir ce que ça voulait dire. Et donc, est-ce que vous savez ce que ça veut dire KMT? C'est l'ancien nom de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui parle? C'est Maëva, c'est ça? Oui. Alors, c'est l'ancien nom de l'Égypte, ouais. Qui d'autre? Quoi d'autre? Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il y avait une haute et une basse Égypte et ça veut dire qu'ils sont réunis. Enfin, je crois que c'est ça. Non, alors, non, ça là, tu nous parles du Sématawi, c'est-à-dire la réunion des deux terres. Non, là, on parle de Kemet, qui est, en fait, sur Wikipédia, on le définit d'une certaine façon. Et hier, est-ce que tu peux me rappeler un peu ce que tu as dit, Alexandre ou William, qu'est-ce que vous avez dit sur Kemet? Oui, Vas-y, qu'est-ce que vous aviez dit? Voilà, dites-moi. oui. Que, que les Égyptiens de l'Antiquité donnaient parfois à leur pays le nom de Kémet ou Kémi, qui veut dire, enfin, attendez, le nom de Kémet ou Kémi, et les égyptologues, ils traduisent généralement ce mot par la terre noire. D'accord. La terre noire. Donc il y a, Voilà, c'est ça. vous voyez, il y a une petite confusion là sur Wikipédia. Donc après, il y a des débats, entre spécialistes, hein. Donc les égyptologues, eux, ils disent que c'est la terre noire, c'est-à-dire la terre glaise, la terre vraiment noire. D'accord?
hein. C'est-à-dire que le limon, quoi, la terre fertile, la terre noire. Alors que il y a d'autres savants qui ont traité du sujet et qui ont considéré que quand on dit Kemet, ça ne veut pas seulement dire la terre noire, mais ça veut dire aussi le pays, l'endroit de la terre noire ou l'endroit où vivent les Noirs. Donc, c'est important de bien définir ce terme, parce que vous entendrez souvent parler de kémite, kémet, c'est le nom à la mode depuis quelque temps maintenant, et même de kémitologie, il y a une science qui est inventée autour de ça, ou des termes comme kémitisme, etc. Et il est important de bien cerner ce que les savants africains qui ont travaillé sur le sujet disent sur Kemet. Les égyptologues, eux, ils parlent de terre noire pour ne pas dire que, en fait, ce terme désigne l'endroit où les Noirs ont habité, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne l'associent pas vraiment à la couleur noire des gens. Puisqu'il y a un débat, il y a eu un débat qui est tranché maintenant, mais il y a eu un débat, les égyptologues, il y en a ceux qui sont de mauvaise foi, ne considèrent pas que la civilisation égyptienne a été fondée par les Noirs. Donc ce terme Kemet, il est très important de bien le cerner. Alors je vous ai fait un petit résumé que j'ai trouvé dans les bouquins que j'ai, moi. Donc je me suis appuyé sur 2 bouquins qui traitent du sujet. Notamment, le premier, c'est celui de Théophile Obenga, qui a travaillé sur les origines de l'égyptien ancien et des langues négro-africaines modernes de nos jours. Et comment on peut retrouver ces terminologies-là dans nos langues. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Vous voyez mon écran? Vous voyez, ici en bas, vous voyez KM. D'accord? KM. KM veut dire être noir charbonné, selon Théophile Obenga, qui est un linguiste, qui est un savant linguiste, qui a beaucoup travaillé sur la linguistique en Afrique. Donc, on dit ici que la consonne K, lorsqu'il est répété, Kaka, ça veut dire ténèbres. Bon, ça renvoie à la notion de noir. Il confirme dans son bouquin à une autre page où on dit ici, on écrit en bas là, KM, c'est-à-dire que le charbon avec le vautour M, KM, on dit, ça veut dire noir charbon. Kami, Kambi, Kambou, etc. C'est se transformer en charbon, charbonné. Je vais plus loin. Il confirme dans toujours le même document, à une autre page que j'ai trouvée, KM noir, ça veut dire être noirci par excès de feu, donc charbon. Donc là, déjà, on se rend compte que le terme KM, c'est noir. On est d'accord? Pour le moment, ça va. C'est noir. Donc, il n'y a pas de contestation possible là-dessus. Donc, effectivement, à ce stade, on peut dire que, bon, c'est noir. On peut parler effectivement de la terre noire, pourquoi pas. Mais la réflexion de Théophile Obenga se croise avec celle de Cheikh Anta Diop. Là, je passe sur Cheikh Anta Diop dans son livre qui s'appelle Nation nègre et culture, à la page 277. Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop nous écrit? Donc, il reprend, au niveau des terminologies, il reprend les mêmes choses
que Théophile Obenga. Donc, il dit, alors qu'est-ce qu'il veut me lire? Ce que vous voyez en jaune à l'écran, là. Et moi, Vas-y. KEM égale noir, devenir noir, obscur et par extension, bois précieux de couleur brune ébène. D'accord. Donc, ça renvoie exactement au terme qu'on a vu tout à l'heure, KM, noir. Donc, ça renvoie à la couleur noire, à tout ce qui est noir, à ce qui est obscur. Hein. Et ça renvoie aussi au bois précieux. Je ne sais pas si vous connaissez l'ébène, c'est un bois très précieux en Afrique qui est noir. Moi, quand j'étais petit, j'avais un oncle qui avait une belle table en ébène qui était noire, vraiment lustrée. Donc, c'est KM, c'est la couleur noire. Mais Cheikh Anta Diop va plus loin. Il dit que KM avec le déterminatif T, avec le T, il a lu, lui, il a fait une référence à Pierret, qui est un égyptologue, qui en a parlé et qui a dit que KMT, c'est l'Égypte. Donc le pays. Là, on n'est plus sur l'histoire de Terre Noire. Hein. C'est le pays. Et au Sénégal, en Wolof, le terme Kem peut devenir Hem. Eux, ils disent Hem. Donc c'est le même mot. Il y a une transformation juste de K en H. Ha. Hem. Qui veut dire également charbonné. Bon. Pour ce qui est lié à la cuisson, hein, tout ce qui est noir. Et donc, pour finir, alors je vais agrandir un peu là parce que c'est trop petit, je pense. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, Oui, c'est qu'est-ce bon. qui veut me dire ce qui est en noir? En noir, en jaune, autant pour moi, excusez-moi. Qu'est-ce qui veut me dire ce qui est en jaune? Moi, je veux bien. Alors, allez-y, qui veut. Allez, bon, allez-y. Je veux bien alors. Vas-y. Alors, on voit donc le mot Kemt, qui est le nom de l'Égypte, signifie la noire, le T final étant la marque du féminin égyptien, la noire dans le sens de pays des nègres, descendant de Kem. Voilà. Donc, Cheikh Anta Diop confirme dans son interprétation que Kem, la racine, c'est noir, mais en ajoutant un T qui est le signe du féminin en Égypte, parce que le T, c'est la moitié de pain que vous voyez dans tous les hiéroglyphes, c'est le T. Donc, et en définissant ce mot avec le T, on pourrait dire la noire. Donc, sous-entendu, la noire, le sens de pays des Noirs. C'est ce que Cheikh Anta Diop dit. Et il confirme, en descendant un petit peu plus, ici, alors, la deuxième partie, alors celui qui n'a pas lu là, qui voulait lire tout à l'heure, dis-moi la deuxième partie. Kem ne signifie donc pas la terre noire dans le sens propre de l'expression. Il ne s'agit pas d'une constatation de la couleur du sol, mais de la désignation du pays par la couleur de la race qu'il a toujours habité, dans le même sens qu'on dit aujourd'hui Afrique noire, Afrique blanche. Voici une explication tirée de la tradition nègre qui le confirme. Donc voilà, vous voyez, donc la définition que donne Cheikh Anta Diop de KMT, de Kemet, c'est le pays où habitaient les Noirs, le pays des Noirs. C'est pas la terre, disons la terre fertile noire. C'est pas
vers l'engrais, quoi. C'est pas la terre noire. C'est vraiment le pays où habitaient les Noirs. Donc, je voulais vous faire cette petite précision pour que, par rapport à ce que Wikipédia nous disait tout à l'heure, eux, ils s'arrêtaient uniquement à la notion de terre noire. Enfin, en tout cas, la terre arable. Ils ont même mis entre parenthèses la terre arabe qui peut être cultivée, etc. C'est pas ce sens-là que donne Cheikh Anta Diop ni Théophile Obenga. C'est vraiment la terre où habitaient les Noirs, la terre des Noirs. Et si on revient sur Wikipédia, je crois Kemet ici, si on revoit sur Wikipédia, ici on voit le charbon qui est Kem, alors le charbon qui est Ka, et l'oiseau de vautour qui est M, translittéré en M dans l'égyptien ancien, et ici la galette de pain qui est T, mais on précise que ce déterminatif qui est la croisée des chemins, c'est souvent une contrée en égyptien ancien. C'est une contrée qui renvoie à un lieu. Donc c'est pour ça que Cheikh Anta Diop définit ce terme KMT, Kemet, comme le pays et non pas uniquement la terre noire. Ça va? Oui, Voilà. Donc c'est la démonstration que je voulais faire sur ce mot-là qui pourrait prêter à confusion si on le décrypte pas correctement. Donc voilà. Kem, c'est noir, c'est Kemet, c'est le pays des Noirs, donc l'Afrique, tel qu'il était nommé avant le contact avec les Occidentaux. Et par extension, ça peut être également les Noirs, donc les gens qui habitent la terre de Kemet. Donc voilà la petite précision que je voulais vous faire sur Kemet. Et on va juste commencer pour finir. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Pas de questions. Ok. Si, moi j'ai une question. Vas-y, c'est qui? C'est à Colladé. Vas-y, Colladé. Oui, en fait, mes parents ils suivent souvent des lives de fétiches de guerre du coup, et ils trouvent dans des documents qu'on dit aussi terre de Kama. Du coup, ça a un rapport. Je pense parce que quand j'ai tapé terre de Kama, Wikipédia ça me dit c'est l'appellation concernant communément ceux qui habitaient en Afrique. Du coup, Kama, Kemet, c'est la même chose ou pas? Oui, Voilà. oui, exactement. Donc, vous voyez, en fait, tu vois le hiéroglyphe là, qui est Oui, avec KM, l'oiseau, là. Ou le. en fait, le hiéroglyphe en entier, c'est-à-dire que ça, Oui. c'est la gravure qu'on a sur un obélisque. Mhm. C'est-à-dire que là, sur la place de la Concorde, si jamais vous allez à Paris, vous allez sur la place de la Concorde, vous voyez, il y a un grand obélisque là-bas. Mhm. Il y a un grand obélisque. Et cette photo-là, il y a une partie de l'obélisque qui porte cette écriture hiéroglyphique qui est retranscrit ici en haut. Donc, on a bien le charbon. Il y en a qui disent que c'est pas du charbon, mais c'est du bois brûlé, en fait, là. C'est du charbon, hein, ça se voit. Il y a d'autres littératures, on dit autre chose, mais en tout cas, ici, c'est considéré comme K. On a vu tout à l'heure que K, chez les linguistes comme Obenga, c'est noir. Ici, ce oiseau-là qui est un vautour, c'est le signe M et la galette de pain, c'est T. Donc, on voit bien que ce qui était écrit, c'est KM, KMT. Mais il n'y a pas de voyelle. D'accord? Il n'y a pas de voyelle. Donc, les gens disent comme ils veulent. Ils disent Kemet, ils disent Kama. Pour pouvoir bien prononcer, on ajoute la voyelle qu'on veut, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, c'est pour ça que certaines personnes peuvent dire Kama, d'autres Ok, peuvent dire Kemet, ok, etc. ok, Voilà. ok. Mais ce qui est important, c'est la racine. C'est la racine. Et alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas les hiéroglyphes, mais c'est riche d'enseignements quand on commence à s'y intéresser. Parce que là, c'est vraiment, il n'y a pas d'interprétation, c'est vraiment la source de l'information. Et souvent, le travail que Obenga a fait, c'est que lui, il a fait une connexion entre les hiéroglyphes qui sont gravés, en tout cas l'écriture de nos anciens, et les mots qu'on retrouve dans nos langues aujourd'hui encore. Et pour démontrer que, en fait, les Égyptiens anciens est la continuité de la plupart enfin, toutes les langues qu'on parle en Afrique subsaharienne. On n'a pas le temps de trop s'étendre là-dessus, mais on fera peut-être des exercices autour de ça. Il y a des mots dans nos langues qui renvoient directement à l'égyptien ancien. Et c'est une démonstration scientifique, puisque Cheikh Anta Diop a été l'un des premiers avec Ombenga à travailler sur ça. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de, de chercheurs qui continuent à travailler sur cette connexion entre les Égyptiens anciens et puis les langues africaines modernes. Notamment, il y a Dibombari Mbok, je ne sais pas si vous le connaissez, Dibombari Mbok, qui est un Camerounais qui vit au Canada, qui a fait énormément de choses sur l'écriture hiéroglyphique et la translittération dans nos langues africaines modernes, et qui a même inventé une méthode qu'on appelle la méthode, qu'est-ce qu'il a dit? La méthode Kuma. Hein, la méthode Kuma. Donc voilà, c'est très important ce volet-là parce que ça, en fait, ça cloue le bec à toutes les interprétations farfelues que l'on peut voir chez les égyptologues. Donc, vous savez que aujourd'hui, l'Afrique a un défaut, c'est que on s'est un peu détourné des connaissances de nos anciens. En Occident, il y a des écoles d'égyptologie. Aussi, les Blancs étudient euh, l'Égypte autant depuis le début du 19e siècle. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a encore des connaissances énormes cachées dans les textes anciens euh, chez nos, chez nos prédécesseurs, on va dire, les anciens Égyptiens, qui ont donné vraiment, on a vu, hein, on a commencé à voir avec les savants, Djéouti et autres, qui ont donné beaucoup de connaissances à l'humanité. Donc c'est intéressant de, de s'approprier un petit peu, par petits bouts en tout cas, les médiunétaires, c'est-à-dire les hiéroglyphes, pour comprendre le sens réel des choses. Donc voilà le petit aparté que je voulais faire sur Kemet. Donc ça va, il y a d'autres questions là-dessus? Bon, ça va. Donc on va passer à la dernière partie, mais juste on va juste commencer. On va juste commencer. On va se donner 10-15 minutes pour parler de ça. Et puis après, on continuera dimanche prochain. Alors, je vous avais demandé quoi pour la dernière partie? Je vous avais demandé de trouver les nétérous primordiaux de Kemet dans l'Égypte antique. Moi, j'ai trouvé quelque chose sur ça. Alors, Koladé, c'est ça? Oui. Alors, vas-y, Koladé, juste me citer les noms, puisque j'ai juste demandé de me citer les noms et un peu leur signification. Mais vraiment, on va pas aller dans le détail, mais au moins planter le décor. Donc, vas-y, Koladé. Quels sont les nétérous primordiaux? Euh, alors, j'en ai trouvé 11. Il y a Anubis, Maat, Ré, Bastet, Hathor, Ah là, tu vas Horus. trop vite. Alors, Ah, tu vas trop vite. Donc, je vais
Essayez de noter, hein. Donc, Anubis, Bastet, Oui, Anubis. Hathor, t'as dit? Ouais, Attends, je recommence. Donc, il y a vas-y. Anubis, Mhm. Maat, La Maat, ouais. il y a Ré, Ré, ensuite il y a Bastet, Bastet, oui. Hathor, Hathor, Horus, Horus, ensuite il y a Isis, Isis, on en a parlé tout à l'heure, oui. il y a aussi Osiris, Osiris, on en a parlé tout à l'heure, oui. et puis il y a Nephthys, Nephthys, il y a ok. Sekhmet, Sekhmet, et pour finir, il y a aussi Thoth. Yatot. Voilà, c'est ceux-là que j'ai trouvés. Ah, ok, donc 11 Nétérou. Ok. Quelqu'un d'autre? À d'autres? Non? Allez-y. Vous n'avez pas d'autres noms? Ou bien vous avez trouvé les mêmes noms que Colladé? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'ai pas d'autres noms. Maëva, t'as pas d'autres noms, c'est ça? Non. Non? Alors, c'est pareil pour les autres? Pour que je puisse avancer. Comme je ne vous vois pas. Non, moi non plus, j'ai pas d'autre nom, il a tout. Vous n'avez pas d'autres noms également. Bon, ben c'est bien. Ok, ok. Je vais fermer ça. Ok. Donc, on a Anubis, Bastet, Hathor, Maat, Ré, Horus, Isis, Osiris, Nephthys, Sekhmet, Thoth. On en connaît quelques-uns déjà. Qui est-ce qu'on connaît dans tout ce qu'on vient de citer là? On connaît Bastet. On connaît Sekhmet. On a travaillé dessus. On connaît Hathor. On a travaillé dessus. On connaît Thoth. Thoth, en fait, soi-disant, c'est Djéouti. On est d'accord? Donc, on en connaît au moins 4. Non, oui, 4. On a évoqué tout à l'heure le nom d'Isis. On a évoqué par ailleurs le nom de Ré dans nos échanges, dans nos lectures. Ok. Donc là, je pense que c'est pas mal. On va pas aller plus loin parce que ça va nous amener. Ça, c'est un corpus assez dense. C'est quand on dit Nétérou, on va peut-être. Alors, ta source, Colladé, c'est quoi? Où est-ce que tu as trouvé l'info? J'ai trouvé sur Wikipédia aussi. Ok, alors, tu as tapé quoi? Nétérou? J'ai tapé Nétérou primordiaux de Kemet. Alors, Nétérou primordiaux de Kemet. Kemet. Alors, il t'a sorti Nétérou et Nétérou. Alors, ça, c'est plutôt un texte, c'est pas exactement ça. Wikipédia, peut-être, il nous renvoie à kémétisme. Oui, c'est sur ça. Et puis sur Divinité à gauche là. Alors, ici. Tout, 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 tout. Je vois pas. Où est-ce que tu disais à gauche? Ah oui, en cliquant sur les Oui, divinités plutôt. Ah voilà. voilà, donc la liste des divinités. Voilà, ok.
Donc les Nétérous, en fait, ça vient du mot Néter. Hein, c'est le mât avec une sorte de drapeau. Hein, c'est Néter, ça veut dire euh, le Dieu. Enfin, c'est le mot Dieu en Égypte antique. Et le pluriel, c'est les Égyptiens anciens, ils, euh, ils mettaient au pluriel les mots en écrivant ou bien trois traits, pluriel à la fin. Donc on dit un Néter ou bien les Nétérous. Nétérous. Alors Nétérous, c'est en Égypte antique, mais par exemple, je sais que chez les Yoruba, les Nétérous, c'est ce qu'on appelle les Orishas. Hein. Les Orishas, on les retrouve aussi dans les Antilles, dans les îles. Les Orishas, c'est l'équivalent des Nétérous, hein, primordiaux. Donc il y a tous ces noms-là, on ne va pas les traiter aujourd'hui, mais en tout cas, c'est bien de les avoir cités. Mais je voulais remonter un petit peu plus haut. Avant ces Nétérous ont été créés par la vision de la création du monde, on va dire les Néades. Les Néades. On va travailler un peu sur ça, hein. Les Néades d'Héliopolis, l'Hélios de Kémet, Héliopolis. Voilà, c'est la façon dont la création est vue par l'Égypte antique. Hein. Et avant les Nétérous, il y a eu la création du monde. Je pense qu'on y reviendra, mais bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là aujourd'hui. Puisque, en fait, ce que tu nous as dit tout à l'heure, en partie, si on reprend ici, voilà. Si on reprend ici, voilà, tu vois, Koladé, ce que tu nous as dit, les Nétérous primordiaux, on les voit ici en bas. Donc, c'est les dieux, en tout cas, les premiers dieux qui sont issus de l'humanité par les anciens Égyptiens. On le voit ici Horus, Horus, donc le fils d'Osiris et Isis, et d'autres Nétérous que sont Nephthys, ici on voit Ré, Tétacité, etc. Donc il y a un mélange de pas mal de divinités. On essaiera de simplifier en retraitant un peu de l'Énéade, en fait la façon dont le monde s'est créé et comment ça s'est déployé, comment ça s'est diffusé. Donc vous voyez, donc on parlera de Ré, du dieu premier qui est issu du Noun, avec les quatre entités qui sont issues de lui et qui a produit les Nétérous. Donc voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir pour finir ce cours d'aujourd'hui. On reviendra donc le dimanche prochain sur la création du monde vu par les anciens Égyptiens et on parlera de quelques Nétérous primordiaux, parce que ce corpus-là, c'est un corpus trop dense pour qu'on l'aborde ici dans nos cours. Je le dis, c'est vraiment des années d'études, si on veut s'y pencher. Donc, on fera ça pour terminer les cours de cette saison. On finira le dimanche prochain, parce qu'après, moi, je pars en congé 2 semaines et on reprendra le 3 septembre. Donc, pour dimanche prochain, on reviendra sur les Nétérous, mais je voudrais que vous regardiez un petit peu des lectures sur Isis, d'accord? Puisqu'on a évoqué Isis tout à l'heure, Charis a parlé d'Isis, on serait bien qu'on ait quelques éléments sur Isis, qu'on parle également de Ré, et puis aussi Osiris. Donc voilà, Isis, Osiris, Ré, d'accord? Ça va?
Non! Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Ok. Qu'est-ce qui a dit non? Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qui a dit non? Donc on va parler donc de Ré, d'Isis et Osiris. Mais vraiment en, en partageant ce que vous avez pu lire ou en tout cas trouver sur eux. D'accord? Et on expliquera la création selon les Égyptes antiques. Donc voilà, ben merci à tous. On va faire une synthèse comme on a l'habitude de faire, hein. Je vais basculer sur voilà, on va faire une petite synthèse sur le cours d'aujourd'hui. Alors dites-moi, chacun conclut en 30 secondes, 1 minute de ce qu'on a vu aujourd'hui et ce que ça lui a apporté. Allez-y, qu'est-ce qui veut commencer? Je trouve bien silencieux. Allez-y, qu'est-ce qui veut commencer? Moi, je vais commencer. Ouais, Eva. Du coup, on a vu les divinités qui étaient associées à Thor. Mhm. Euh, on a vu que la description de la divinité d'Hathor, elle était venue avant celle d'Aphrodite. Oui. On a vu aussi les myrionymes d'Isis. Et l'étymologie du coup, enfin, du comment dire, de la De première Kemet. appellation de l'Égypte avant que, Oui, de Kemet, tu voulais dire. oui, Qu'est-ce voilà, que ça veut dire réellement Kemet? oui, voilà, de la réelle signification en fait. Oui. On a vu ça et on a fini avec les les Nétérous. Mhm. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette réflexion d'aujourd'hui, personnellement? Bah que comment expliquer? Que comme d'habitude, hein, on était effacé du coup de l'histoire du monde, qu'on a été soit remplacé du coup, bah comme par exemple, voilà, hein, Aphrodite avec les Grecs, ou qu'on ignorait complètement l'étymologie des mots, alors qu'il y a toutes les preuves euh, écrites, quoi. Il suffit juste de retourner aux sources, de travailler la langue et on voit en fait que bah, les Noirs étaient là avant en fait. Mais c'est bien. Voilà, en tout cas, merci pour ton retour. Bah, c'est important pour moi hein, de me faire un retour, euh, c'est-à-dire le ressenti, parce que c'est comme ça que on s'imprègne des choses, c'est-à-dire qu'au niveau du sens. Et là, tu viens de voir toi-même que par nos échanges, nos exercices, quand on fait des recherches, souvent on tombe sur l'Égypte antique, et puis après, il y a des références grecques, puisque les Grecs ont tout grécisé, on va dire, transformé, ils ont récupéré la connaissance. Et entre deux, eh ben, il y a beaucoup d'informations
en Afrique, mais pour les trouver, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais il y a des écrits, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, mais cet exercice-là, la plupart des Africains ne le fait pas. Mais c'est important de se reconnecter parce que on voit bien, quand on va à la source, on peut faire le pas, je vais dire en sens inverse, non, mais on peut se reconnecter par d'autres biais, par notre propre prisme, pas celui des Occidentaux. Parce que ce qui nous est servi aujourd'hui, c'est ce que les Occidentaux ont récupéré de l'Afrique et qui nous resservent. Alors que dans nos cultures encore aujourd'hui, on trouve des choses qui sont en connexion directe avec le bassin du Congo, avec l'Égypte antique, avec les connaissances du terroir, j'allais dire, hein. Et je t'invite un petit peu à aller creuser sur Mamiwata, par exemple. Tu verras que Mamiwata, ben, ça a des connexions avec Hathor. Et si on a un peu le temps la semaine prochaine, je vous parlerai d'une fête également en Afrique de l'Ouest, au Ghana, qui renvoie exactement à une des divinités primordiales. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Je vous en parle la semaine prochaine. En tout cas, merci pour ton retour. C'est très intéressant. De Charisse, tu rien. voulais parler. Ah, ou tu voulais rajouter quelque chose, Maëva? Non, pas du tout. Bon, mais c'est bien, merci. Charisse, tu voulais dire quelque chose? Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé ça bien parce que du coup, si vous nous avez pas poussé à chercher des choses, j'aurais pas appris que bah, Ezat était la déesse nourricière. J'aurais jamais appris le mot Morioni ou quelque chose comme ça. Euh, franchement, moi j'aime bien. En plus, vous vous rapprochez de mon but, celui de, de découvrir plein de trucs sur la mythologie égyptienne. Donc, moi, ça me va. Merci, Charisse. C'est toi qui nous as amené là-dedans, hein? Parce on était parti avec les savants. Bon, on y reviendra hein, sur les savants. Mais c'est important, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le fait que tu nous aies demandé de regarder un peu Sekhmet, ça nous donne des ramifications insoupçonnées. Alors moi, personnellement, je suis intéressé par tout ça depuis quelques temps. Mais le fait de le faire avec vous, ça me donne aussi le prisme des jeunes. C'est pas mal. Et ce que je veux arriver à faire, c'est vraiment nous reconnecter, vous reconnecter aussi à des choses du terrain de l'Afrique. Parce que quand on, parce que là, on n'a pas encore abordé les contes ou des choses comme ça, mais il y a plein de choses sur le terrain qui peuvent nous rapprocher de l'Égypte antique. Et l'intérêt de l'Égypte antique, c'est que eux, ils ont écrit, ils ont théorisé les choses depuis très très longtemps. L'Égypte antique a régné sans partage sur le monde pendant des millénaires. Et il y a encore des choses là-bas qui sont en connexion avec nos terroirs. Et les étudier, en fait, on peut les étudier, comme j'ai dit la dernière fois, de façon un peu superficielle via les mythes, mais quand on creuse, on voit qu'il y a de la science derrière aussi, hein. Enfin, il y a certains aspects scientifiques. Donc c'est bien. Bon, en tout cas, je suis content que ça te plaise. Alors, qui d'autre? Moi, je peux bien. Adéwalé, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Vas-y, Alors, Adéwalé. moi, je savais pas que Hathor, c'était la même personne. Alors, Et tu peux enlever ton casque, parce que je crois que c'est ton casque qui... On n'entend pas non, bien. j'ai- T'as pas de casque? Ah, c'est ta connexion alors. Ben, alors, parle un peu plus fort, s'il te plaît. oui, alors, on m'a surpris que Hathor et Aphrodite, c'était plus ou moins la même personne. Et que aussi, j'ai appris que c'était l'aîné
On Et t'entend pas bien. J'entends pas bien Adéwalé. Je sais pas ce qui se passe, mais j'entends pas du tout. Tu peux essayer de régler ton micro et on reviendra à toi. Euh, d'accord? Euh, Toi, tu veux bien reprendre le relais de ton frère? Vas-y. Il demande s'il peut parler sur mon micro. Ah bah oui, bien sûr. du coup, je disais, ça m'a surpris que Hathor et Aphrodite, c'était plus ou moins la même personne. Et j'ai appris ce que c'était maintenant des Nétérous, parce qu'avant, je savais pas ce que c'était. J'avais déjà entendu ce terme, mais j'ai jamais vraiment fait attention. Et voilà. D'accord. C'est bien. Tu vois, Aphrodite, on a vu ensemble tout à l'heure. C'est le même dieu, en fait, c'est la même déesse, Oui, mais avec 3000 ans d'écart. Tu vois ce que oui, je veux dire? Voilà. oui. Bon, c'est très bien. Ok. Et les Nétérous, ben, on a juste donné des noms, hein, mais c'est un vaste corpus, les Nétérous. Et chaque peuple a ses Nétérous quelque part. Et je sais que chez les Yoruba, les Nétérous, c'est les Orishas. Tiens, ce serait intéressant que vous, Tot et Adéwalé, vous alliez un petit peu fouiner là, du côté des Yoruba, pour voir leurs Nétérous. Enfin, les Orishas, du coup, des Yoruba. Oui, Et il y j'en a un connais livre, il y a quelques-uns. un livre, il y a un livre qui a été écrit par une Américaine qui est d'origine nigériane. J'ai oublié un peu le nom, c'est euh, ah, elle s'appelle comment? Children and le titre c'est Children and euh, Blood and Bone, c'est-à-dire de vengeance et de sang, quelque chose comme ça. Children of Blood and Bone. Cherchez ça. Et ça, c'est un livre qui parle des Orishas. C'est un livre qui parle vraiment, c'est une histoire romanesque, mais qui parle des Orishas, qui vous renverra directement à votre culture Yoruba. Donc, ben voilà. Et donc, tu veux finir, Tot? Non, Adéwalé, donc tu as fini? Oui, je finis. Voilà, donc Tot. Bah alors, moi, ça m'a quand même assez surpris de savoir le Kemet, là, en vrai, ce que ça voulait dire, parce que je savais, avec ce que mes parents regardent, que Kemet, Kama, ça voulait dire l'Afrique, mais je connaissais pas sa signification précise. Pourquoi on appelait l'Afrique comme ça? Du coup, bah, ça m'a beaucoup appris. Et, et ensuite, ben avec les Nétérous aussi, enfin, quand j'ai cherché, ben, ça m'a, enfin, comment dire, c'est pas un truc que, enfin, comme Charis, elle dit, c'est pas un truc que j'aurais cherché si j'en avais pas entendu parler, en fait. Donc, voilà, c'était quand même assez bien. Donc, voilà. Bon, ben merci. Là, on ne fait que survoler les choses, je vous rassure. Vous en aurez de toute une vie pour, si vous vous intéressez à ça, creuser par vous-même, hein. C'est vraiment là, on ne fait que survoler les choses, hein, je vous rassure là-dessus. Mais en tout cas, déjà, ça vous donne le cadre, dans le cadre de réflexion. La façon dont comme dirait le professeur Couvi Ratmiré, que j'écoute souvent et qui m'a beaucoup appris aussi par ses lives et toute la connaissance qu'il peut diffuser sur Internet, ça nous apprend à penser vraiment selon la façon dont nos anciens, et encore aujourd'hui hein, dans les contrées, la façon dont les anciens en Afrique pensent, quoi. Vraiment, la connexion, vraiment, la vision du monde que l'on a, elle est vraiment différente. Et se l'approprier, ça vous permet d'augmenter votre niveau de réflexion, de ne pas avoir un seul prisme. Donc c'est bien. Ok. Qui d'autre il y a qui n'a pas encore parlé?
Eva? Eva, t'es là? Oui, eh ben, je connaissais Aphrodite et en fait c'est la même personne que Hathor, mais j'avais jamais remarqué que c'était qu'elle se ressemblait tant. Bah, c'est Et, bien. et voilà, j'ai appris beaucoup de choses dans ce cours. C'est bon? Oui, C'est bon? Tu as fini? oui, j'ai rien à rajouter. Mais tu vois, ta réflexion là, c'est ce qui est intéressant parce qu'en fait, les jeunes qui sont nés en Occident, vous verrez que chaque fois que même les scientifiques parlent, leur réflexion s'arrête à la Grèce. Leur référence, c'est la Grèce. Et donc à l'école, quand on vous parle de choses, etc., on s'arrêtera toujours à la Grèce. Et toi, tu connaissais Aphrodite, par ailleurs. Je ne sais pas par quel biais, mais en tout cas, tu connaissais Aphrodite, mais tu n'as jamais traversé la Méditerranée, en fait. Tu n'as jamais fait la connexion vers la source. Et en faisant ce petit exercice, de rien du tout, hein, on se rend compte vraiment qu'Aphrodite, c'est une copie de la divinité première qui a été Hathor. Et Hathor, en fait, c'est vraiment, quand on creuse, ça a d'autres connotations que ça. C'est vraiment de la science. Mais c'est intéressant que tu le dises comme ça avec tes mots. Et c'est pour ça qu'on nous invite tous à, eh ben, à refaire le trajet en sens inverse, aller vers la source. Bien, mais c'est parfait tout ça. Alors je sais pas, j'ai oublié quelqu'un, je pense pas. Il y a les parents, il y a Sankara et Mama Zola. Si vous voulez nous dire deux petits mots. Haché, Mbote, Papa Mbote et les enfants. Moi, j'ai beaucoup apprécié le peu de cours que j'ai participé avec vous. Comme disent tout le monde, c'était riche en enseignements parce que c'est vrai que la mythologie, on va dire africaine, selon nos propres cultures, on va dire les enclos coloniaux, on n'associe pas. Parce que Charis m'a posé la question dernièrement si ça avait un impact dans notre culture coloniaux, par rapport aux enclos, je veux dire. Je dis non. Avant vraiment de m'impliquer en tant que kémite, de découvrir la culture kémétique, euh, Osiris, tout ça, au Congo, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, je pense que c'est très riche parce que les bases sont la clé. Les bases sont la clé de toute chose. Et c'est très bien d'avoir aussi une base sur la mythologie. Matondo. Et par rapport à Mami Matondo. Wata, je pense que ça va être très riche. Eh ben voilà, ben, vous avez un sujet. Mami Wata, Hathor, Isis, il y a des connexions. Il y a des Théo. connexions possibles. Euh, Sankara. Maïga même, j'ai du mal à vous entendre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ah oui, on t'entend bien? Tu as du mal Ok, à nous entendre? tant mieux. Moi, je vous Ok. entends faiblement, mais c'est pas grave. J'ai enlevé mon oreillette. Ah, c'est pour ça, peut-être, ouais. J'ai été très content de participer au cours, de voir que les enfants sont vraiment impliqués. Ça me réchauffe le cœur. Je suis content de voir que la nouvelle génération essaie vraiment de retourner aux sources. Ça, c'est encourageant. Parce que nous, on n'a pas eu ça. Moi, j'ai pas grandi avec toutes ces connaissances. J'ai découvert ça à la trentaine. Je suis comblé, quoi, pour le dimanche. Je suis très content d'avoir participé. Et je vous adresse toutes mes bénédictions pour cette journée. Que tout le monde soit en paix. Portez-vous bien. Hotep. Haché, Otep. Alors, merci bien, merci à tous. Donc, sur ça, on va se dire au revoir, hein. Et Jaiden n'était pas là, il a écrit
il n'était pas là aujourd'hui, mais il nous rejoindra le dimanche prochain. Donc voilà, donc dimanche prochain, on va aborder la création, vraiment la façon dont là on va toucher un petit peu au-delà du mythe, à un peu de science aussi, hein, les 4 éléments. Parler de Ray, donc je vous ai demandé de regarder, il ne faut pas vous éparpiller, hein. Regardez Ray, Isis et Osiris, hein, tout ce que vous pouvez trouver dessus, on partagera. On n'a pas la prétention, on n'aura pas la prétention d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas, ça sera intéressant, avant les vacances, d'initier des connexions que vous pourrez approfondir pendant nos 15 jours d'arrêt. Donc voilà, bon dimanche à tous. Nyadogo. Bon dimanche. Bon dimanche. Matondo. Attendo. Bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. À dimanche prochain. À dimanche. Je vous partage le support dans le groupe tout à l'heure, hein, de Sekhmet. Et on aura fini avec Sekhmet.